Bonjour, bonjour. Bienvenue dans cette vidéo dont l'intention est de parcourir le premier chapitre du cours de philosophie en terminale sur la connaissance à travers une dizaine de notions qui vont être abordées. J'ai mis en gras les notions qui vont particulièrement être développées, notamment les notions de conscience, d'inconscient, de nature, de raison, de science, de temps et de vérité. Il s'agit donc pour moi d'essayer de présenter un parcours synthétique. J'ai fait ce que j'ai pu, donc je vais le découper en plusieurs vidéos. Malheureusement, je me rends compte que plus ça avance, et bien plus je prends le temps pour approfondir. Je suis en train de rater mon pari qui consiste à vraiment synthétiser tout mon cours. Je vais faire du mieux que je peux. Merci pour votre indulgence et désolé pour les imperfections formelles. Je débute et quand on débute, forcément, ce qu'on propose est extrêmement imparfait. Mais vous connaissez sans doute le dicton, fait vaut mieux que parfait. Merci pour votre indulgence. Et c'est parti. J'ai divisé ce cours en 5 chapitres avec une introduction. Et c'est parti, on y va. Allez, hop. Et on y va avec une introduction en 4 temps, où je vais commencer par vous parler de la définition. Alors pourquoi parler de la définition? Parce que c'est l'exigence méthodologique et philosophique par excellence. C'était celle de Socrate, par exemple, qui n'avait de cesse de demander à ses interlocuteurs qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que la vertu, par exemple, et c'était absolument essentiel pour pouvoir se mettre d'accord, pour pouvoir se comprendre. Pourquoi définit-on? Eh bien, pour se comprendre, pour éviter les malentendus, pour éviter les ambiguïtés. C'est non seulement important, mais c'est même essentiel dans tous les domaines du savoir. Instantanément, il y a un paradoxe qui émerge. Alors je vous donne la définition de paradoxe. Le paradoxe est ce qui étymologiquement contredit l'opinion, ce qui la heurte, ce qui nous conduit à devoir adopter une attitude critique vis-à-vis de ce que l'on croit spontanément, de ce que l'on croit ordinairement. Le paradoxe, c'est le contraire du préjugé, c'est le contraire de l'évidence, c'est le contraire de l'intuition. J'aime cette formule de Rousseau, j'aime mieux être homme à paradoxe qu'homme à préjugé, c'est ainsi que l'on commence la philosophie. Le paradoxe de la définition est que peut-être nous n'arrivons pas à des définitions définitives. Peut-être nos définitions porteront sur des objets que l'on parviendra à définir d'une manière relative et non pas d'une manière absolue. Tiens, justement, comment fait-on pour définir ? Je vous propose de parcourir la réponse de Porphyre. Porphyre disait que définir, c'est énoncer le genre de l'objet à définir, plus sa différence spécifique. Donnons quelques exemples. Qu'est-ce qu'un rectangle? C'est un quadrilatère avec 4 angles droits. Maintenant, autre exemple, qu'est-ce qu'un carré? Eh bien, c'est un rectangle avec 4 côtés égaux. Voilà, c'est assez facile. Maintenant, une question plus difficile, plus philosophique, en somme. C'est peut-être d'ailleurs la question philosophique par excellence. Qu'est-ce qu'un être humain? Je vais vous proposer une réponse qui n'est absolument pas définitive, une réponse qui n'est pas vraie en soi, c'est une proposition, une esquisse sur laquelle nous allons travailler. Un être humain, c'est un animal doué de conscience, ce qui nous conduit naturellement à la deuxième sous-partie de l'introduction. C'est quoi donc ce truc qu'on appelle la conscience? On peut distinguer en philosophie deux manières de penser la conscience. D'une part, la conscience morale, la capacité que nous avons à distinguer le bien du mal. Il y a également la conscience psychologique qui constitue la capacité de nous représenter quelque chose. La conscience, c'est non seulement savoir, mais c'est également savoir que l'on sait. Et l'être humain possède bien cette capacité d'avoir conscience qu'il a conscience. Eh bien, cela, on l'appelle en philosophie l'idéalisme philosophique. L'idéalisme philosophique qui, je crois, est parfaitement synthétisé par la proposition de Schopenhauer, le monde est ma représentation. Alors il y a un contresens à ne pas commettre avec cette formule, c'est de croire qu'elle insiste uniquement sur la polarité subjective de la proposition. Le monde est ma représentation, comme si le monde était en quelque sorte le produit de ma seule activité mentale, de ma seule subjectivité. Non, Schopenhauer insiste, le monde c'est également quelque chose qui affecte ma sensibilité, il y a bien une dimension objective dans cette formule-là. Autrement dit, dans le monde, comme représentation, il y a cette idée qu'il y a bien une condition subjective pour que le monde apparaisse, mais il faut également qu'il y ait autre chose, sans quoi on risquerait de tomber dans le solipsisme, à savoir la croyance que personne n'a eu, je pense, en tout cas philosophiquement, que seule ma conscience
connaissance existe et que le monde, finalement, n'est qu'une illusion, qu'autrui ne serait qu'une illusion. Deuxième problème lié à l'idéalisme philosophique, si le monde est le produit partiellement de ma subjectivité, comment s'assurer de l'objectivité du monde extérieur? Et c'est précisément pour sortir de ces difficultés que je vais passer du côté du concept de vérité. Si nous avons accès à la vérité, alors nous sommes capables de dire que non, le solipsisme ne constitue pas l'horizon en quelque sorte de l'idéalisme philosophique. Intéressons-nous maintenant au concept de vérité. On peut commencer par définir la vérité d'une manière classique en philosophie comme une vérité adéquation. Adéquation de quoi? Adéquation de l'esprit à une réalité qui serait extérieure à moi. Mais on voit immédiatement la difficulté de cette définition, c'est que précisément, comment s'assurer de cette adéquation? Comment s'assurer de cette conformité? D'où la deuxième définition que je vous propose, penser la vérité comme une croyance forte, subjective et fondée, c'est-à-dire objective. Autrement dit, la vérité serait une connaissance. Mais voilà, comment parvenir à cette connaissance, sachant que nous commençons tous par une opinion? Or, l'opinion est par définition un obstacle au savoir, puisque, comme le proposait Platon, l'opinion peut être comparée aux statues de Dédale. Les statues de Dédale, ce sont des statues qui sont très belles, qui sont magnifiques, mais qui n'ont aucune valeur parce que dès qu'on les pose, elles s'enfuient. Il en va de même de l'opinion. Nous lui accordons beaucoup de beauté à notre propre opinion. Nous croyons tous que notre opinion est spontanément et naturellement vraie. Or, ce n'est pas le cas puisque nous pouvons changer d'opinion sans même parfois y prendre garde. Dès lors, que peut-on faire avec l'opinion? Eh bien, il en va de même pour les statues de Dédale. Platon nous dit qu'il faut ancrer les statues de Dédale. Il faut les lier au sol. Et bien de même, il faut lier notre opinion. Comment fait-on pour fonder une opinion, pour la lier? Eh bien, il faut la démontrer. Qu'est-ce donc qu'une démonstration? Je propose la définition suivante. C'est une déduction d'une thèse nécessaire par l'intermédiaire d'autres thèses préalables que l'on nomme des prémices. C'est dans le domaine des mathématiques qu'on trouve la démonstration par excellence. J'en profite pour opérer une distinction entre des termes que parfois l'on prend les uns pour les autres. Syllogisme, paralogisme et sophisme. Un syllogisme est un raisonnement valide avec des prémices vraies, un raisonnement qui est vrai et donc une conclusion qui est vraie. Un paralogisme, c'est une erreur volontaire de raisonnement. Quant au sophisme, il s'agit d'une erreur de raisonnement, mais qui a l'apparence de la vérité et qui a été faite de manière intentionnelle. C'est donc un raisonnement frauduleux et en philosophie, il faut vraiment se garder aussi bien des paralogismes que des sophismes. Avec la définition de la démonstration que je vous ai proposée, il apparaît un problème. Il y a un problème massif, majeur. Il s'agit de celui de la régression à l'infini. Car, en effet, une déduction n'est vraie que si les prémices sont vraies. Mais les prémices, comment peut-on savoir qu'elles sont vraies? Il faudrait les démontrer, c'est-à-dire les déduire de prémices préalables, et qui elles-mêmes devraient être démontrées à partir de prémices préalables, et ainsi de suite à l'infini. C'est ce qu'on appelle le problème de la régression à l'infini, et que nous allons retrouver tout au long de ce cours sur la connaissance.